Bonjour, bon réveil, vous regardez toujours le 7-9 de Médien TV, je serai avec vous toute la semaine au programme. Aujourd'hui, encore une heure d'information commence avec le journal. Au sommaire de cette édition, un nouveau cessez-le-feu conclu au Caire entre Israël et le Hamas, une trêve de 72 heures qui semble tenir bon. Les négociations indirectes vont reprendre aujourd'hui. Les Palestiniens attendent toujours la réponse israélienne à leurs revendications, notamment la levée du blocus sur Gaza. En Irak, le Premier ministre Nouri al-Maliki va déposer une plainte contre le président Fouad Massoum. Il l'accuse d'avoir violé la Constitution à 2 reprises en cherchant à l'empêcher d'accéder à un 3e mandat. Pendant ce temps, les forces de sécurité ont été déployées dans des zones stratégiques de Bagdad. Sans surprise, Recep Tayyip Erdogan remporte l'élection présidentielle turque dès le premier tour. Avec 52% des suffrages, l'actuel Premier ministre deviendra le 12e président de la République turque et le premier à être élu au suffrage universel direct. Et tout d'abord, l'actualité au Maroc. On a appris hier soir le décès de la princesse Lalla Fatima Zahra, tante du roi Mohamed VI. Elle était la fille aînée du roi Mohamed V. Ses obsèques auront lieu aujourd'hui après la prière d'Al-Asr à la mosquée Al-Fez. Sa dépouille sera inhumée au mausolée Moulay Al-Hassan au Mechouer. Le gouvernement marocain ne ménagera aucun effort pour veiller aux affaires des Marocains résidant à l'étranger. La déclaration a été faite hier soir par Abdelila Ben Kiran. Le chef du gouvernement intervenait lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la Journée nationale du migrant. Il a rendu hommage à la première génération de MRE qui ont réussi, malgré les difficultés et les obstacles, à, je cite, rester fidèles à leur patrie, à préserver leur identité marocaine et à inculquer à leur progéniture l'amour de la mère patrie. On vous le disait dans nos éditions précédentes, le Conseil économique, social et environnemental va étudier la valeur globale du Maroc. L'un des critères de cette étude sera le patrimoine immatériel. On ne peut pas parler de ce patrimoine sans évoquer la microfinance qui est aujourd'hui la bouée de sauvetage des plus pauvres. Plus de détails dans le reportage de Raja Fadli et Kamel Rounaim sur un récit d'Amina Benralek. Dans l'économie du patrimoine, ce sont les valeurs de solidarité sociale qui priment. Les coopératives et les associations les plus modestes n'existeraient pas sans cette solidarité. Elles ont besoin d'investissements pour vivre et de crédits pour voir le jour. La politique de développement dans l'économie sociale et solidaire a mis en place le soutien financier. Ce soutien se fait sur 3 niveaux, les associations, les coopératives et les petites entreprises. Au Maroc, nous voyons aussi d'autres formes de soutien comme l'encadrement technique et la formation. Aujourd'hui, c'est le moment de faire le bilan et de voir si ces stratégies marchent, si elles jouent réellement un rôle dans la lutte contre la pauvreté. Cette lutte se fait aussi à travers la microfinance. En 1999, le Royaume met en place un cadre réglementaire incitatif. Il suspend alors le plafonnement des taux et reconnaît le statut associatif. Un travail qui s'est fait grâce aux incitations du gouvernement et au dynamisme des ONG. Au Maroc, les organisations du gouvernement et les ONG travaillent dans le même sens, la lutte contre la précarité et la pauvreté. La méthode de ces organisations, c'est de créer des activités génératrices de revenus. En seulement 2 décennies, le microcrédit a donc permis de développer le capital immatériel du Maroc. Fin 2009, le secteur de la microfinance comptait plus de 900 000 bénéficiaires servis par 12 associations. Certaines d'entre elles sont classées parmi les plus performantes au monde. Dans l'actualité internationale à présent, un retour au calme prévu à Gaza après l'entrée en vigueur d'un nouveau cessez-le-feu de 72 heures. Le Hamas et Israël se sont mis d'accord pour négocier une trêve durable, toujours sous médiation égyptienne. La guerre qui a commencé le 8 juillet dernier a fait jusqu'ici près de 2000 morts. Manal El-Ardari. Les armes se taisent à Gaza après l'entrée en vigueur d'une nouvelle trêve de 72 heures. Hier, les négociateurs palestiniens et israéliens présents au Caire ont accepté un cessez-le-feu qui devrait se transformer en trêve durable. L'Égypte et l'ONU ont exhorté les 2 parties à faire preuve de retenue. Objectif, juguler le bain de sang où plonge l'enclave palestinienne. Depuis le 8 juillet, près de 2000 Gazaouis ont péri. Pour sa part, le Hamas se dit prêt à respecter le cessez-le-feu, mais il impose
cause ces conditions. La délégation palestinienne a imposé la présence de la délégation israélienne au Caire pour accepter cet accord. Elle a aussi exigé qu'il y ait de réelles négociations durant ces 72 heures de trêve. Les Israéliens ont effectivement répondu présents. Si Israël ne tient pas sa parole, nous aurons le droit de reprendre les armes. Quelques minutes avant le début de la trêve, le Hamas a tiré des roquettes vers Israël. De son côté, l'armée israélienne a ciblé plus de 41 objectifs faisant au moins 7 morts hier. Plus de 170 raids auraient été menés par l'État hébreu depuis vendredi. J'étais sur la terrasse à 10 heures du matin. Mon fils de 11 ans qui venait de se réveiller m'a appelé pour rentrer à la maison car l'armée israélienne était juste à côté de chez nous. Il est sorti en courant. Je l'ai suivi, mais ils lui ont tiré dessus. Il y avait ces traces de sang sur toute l'avenue. Les tractations entre Palestiniens et Israéliens ont paru très incertains durant le précédent cessez-le-feu qui a pris fin vendredi. Alors qu'Israël propose une trêve sans condition, le Hamas parle de plusieurs exigences fondamentales, notamment la levée du blocus imposé sur la bande de Gaza depuis 2006. En Irak, c'est toujours la crise. Cette nuit, les forces de sécurité ont été déployées de manière inhabituelle dans des zones stratégiques de Bagdad, surtout autour de la zone verte, là où se trouvent les institutions clés du pays. Un déploiement des forces qui coïncide avec l'annonce du Premier ministre Nouri al-Maliki. Il entend déposer une plainte contre le président Fouad Massoum, qui l'accuse d'avoir violé la Constitution à 2 reprises, notamment en ne confiant pas à un Premier ministre désigné la mission de former un nouveau gouvernement. Sa déclaration a été retransmise par la télévision d'État. Regardez. Le président a violé la Constitution à 2 reprises. La première fois quand il a prolongé le délai pour déclarer le candidat du plus grand bloc au Parlement, qui a expiré jeudi dernier, 7 août. La seconde fois lorsque le président a délibérément violé la Constitution en ne nommant pas le candidat de l'état de droit, celui du plus grand bloc parlementaire, tel que déterminé à la première session du Parlement. Aujourd'hui, je vais déposer une plainte en justice devant la Cour fédérale contre le président de la République pour avoir commis une violation constitutionnelle claire au nom d'objectifs politiques et de ses propres intérêts. En Turquie voisine, la réélection de Recep Tayyip Erdoğan, il a largement devancé ses 2 adversaires dès le premier tour de ce scrutin disputé pour la première fois au suffrage universel direct. Celui qui est au pouvoir depuis 2003 a remporté 52% des suffrages. C'est loin du raz-de-marée prédit par les sondages, mais cette victoire constitue tout de même un succès pour Erdoğan, qui promet de mener son nouveau mandat de 5 ans sous le signe de la réconciliation et de l'unité. Le chef de file du Parti de la Justice et du Développement a par ailleurs nié toute dérive autoritaire. L'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest continue d'inquiéter le monde. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont intensifié ce week-end leurs efforts contre le virus qui a fait déjà près de 1000 morts. Le Libéria a inauguré un centre d'appel téléphonique pour améliorer la prévention. Là-bas, la campagne pour les élections sénatoriales partielles a été reportée. En Sierra Leone, quelques 1500 militaires et policiers ont été déployés pour veiller à l'application stricte des mesures anti-Ebola. Si l'OMS donne son feu vert, un traitement expérimental déjà reçu par 2 Américains pourrait être prescrit à large échelle. Plus léger à présent, Diego Maradona continue de faire parler de lui dans la rubrique Faits divers après s'en être pris à plusieurs personnes pendant le mondial. L'ancien international argentin s'est illustré à nouveau hier en giflant un journaliste. Excédé par certaines questions, il est sorti de sa voiture. C'est l'un des premiers jours que je passe en compagnie de mon fils, a-t-il dit. Et c'est quand le journaliste l'a appelé par son surnom Dieguito que la tension est montée. Retour au Maroc pour terminer ce journal à Silla, plus précisément où se déroule en ce moment le 36e Moussem de la ville, un rendez-vous qui réunit artistes, intellectuels et personnalités politiques venus du monde entier. Le festival durera jusqu'au 22 août prochain. Les détails, c'est avec Amina Benralek et Abdelmalek El Akil.
2 semaines de rencontres artistiques et culturelles, c'est la promesse de cette 36e édition du Festival international d'Asila, une édition où le débat politique s'invite aussi, comme dans ce colloque organisé par la Fondation Al-Mu'tamid Ibn Abbad. Des académiciens et des chercheurs sont réunis pour parler de l'État-nation et des unions régionales dans les pays du Sud. Le sujet de ce colloque est très important, il est d'actualité car la situation dans certains pays du monde arabe notamment ne laisse rien présager de bon. Mais ce rendez-vous prouve qu'on peut garder espoir. Il y a un projet démocratique commun et ce projet doit rester une priorité. Au programme aussi de grands moments de découverte artistique, mais aussi des têtes d'affiche comme la musicienne japonaise Misa Joonochi et l'Orchestre national de Bahreïn, le Bahreïn qui est l'invité d'honneur de cette édition. Ce festival fait de plus en plus d'efforts pour s'imposer à l'échelle mondiale et c'est réussi. Il est aujourd'hui connu pour réunir des intellectuels et des hommes politiques de tous les fronts. Nous sommes ravis d'être les invités d'honneur, surtout que cette année, le festival rend hommage à l'art et aux artistes. C'est ce qui crée des passerelles entre tous les pays présents ici. Le Festival culturel international d'Asila existe depuis 36 ans. Chaque édition est encore plus ambitieuse que la précédente. Asila a toujours été une ville d'artistes. Aujourd'hui, elle se fait une autre réputation, celle d'escale culturelle mondiale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est l'heure maintenant de voyager. Nous allons tout de suite dire bonjour à l'un de nos correspondants dans le monde. En direct de Paris, nous retrouvons ce matin notre correspondante Anne Souhaitemont. Anne, bonjour. Bonjour Alison, bonjour à tous. Alors qu'un nouveau cessez-le-feu est entré en vigueur à Gaza, on le lisait dans le journal, on va parler ce matin de cette tribune d'un ancien Premier ministre français. Une tribune très remarquée sur le rôle de la France au Proche-Orient. Oui, alors ce texte, Alison, il a été publié il y a quelques jours déjà et il est signé Dominique de Villepin qui s'en prend, je le cite, au massacre perpétré alors à Gaza, massacre perpétré par Israël, l'ancien ministre des Affaires étrangères et puis surtout l'homme connu comme étant celui du non face à l'intervention militaire en Irak en 2003, appelle à une interposition de l'ONU, des Nations Unies, dans les territoires occupés, à des sanctions contre l'État hébreu et est-ce que la France, dit-il, tienne son rang dans la région? Des propos très virulents et qui ont eu la particularité de séduire de l'autre côté de l'échiquier politique, à gauche. Et pourtant, les références qu'il utilise sont bien celles de la droite. Alors, je vous lis 2 phrases. C'est aujourd'hui, je l'écris en conscience, un devoir pour la France. Par soumission à la voix du plus fort, la voix de la France s'est tue. Celle qui faisait parler le général de Gaulle au lendemain de la guerre des 6 jours, ou bien encore celle qui faisait parler Jacques Chirac après la deuxième intifada. Je partage mot pour mot ce qu'a écrit Dominique de Villepin sur Gaza et je le remercie de le dire si clairement. Ça, c'est la réaction de Cécile Duflot, députée écologiste. Sur Twitter, l'ancienne ministre explique que vouloir la paix n'est en aucun cas adhérer à un camp et encore moins à ses extrémistes. Et il faut le dire, Cécile Duflot est assez peu coutumière de l'accord avec la droite. Du côté du Parti socialiste, Yann Galli considère que, je le cite encore, Villepin porte la voix de la France et qu'il partage des messages qui évoquent la magnifique tribune. Il remercie donc l'auteur. Alors cette dénonciation est partagée, mais au juste, que propose Dominique de Villepin? Eh bien, il suggère, je vous le disais au début, des sanctions contre Israël, concrètement un vote par le Conseil de sécurité d'une résolution qui condamnerait cette action d'Israël, ce qui voudrait dire en fait des sanctions économiques ciblées et graduées. C'est important. Enfin, Dominique de Villepin propose d'imposer une interposition par mandat de l'ONU, de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est avec une administration et une force de paix internationale. Alors voilà, cette tribune, je vous le disais, a été remarquée, saluée à droite comme à gauche, mais pour l'instant, elle n'a pas franchement infléchi la position, en tout cas officielle française. Et puis une autre question se pose en ce moment en France. L'ancien président François Mitterrand a-t-il un nouveau fils caché ?
Alors c'est peut-être une question qui va vous faire sourire, elle fait en tout cas la une avec d'autres titres, c'est vrai, des pages People en France. Alors à en croire, je vais essayer de bien le prononcer, c'est pas facile parce que le nom est suédois, Arne Forst, il a donc 25 ans, il est suédois. François Mitterrand aurait eu, en plus de Mazarine, vous vous en souvenez sans doute, cette fille cachée grâce aux moyens de la République, un autre fils en dehors de son mariage, et l'affaire pourrait bien être sérieuse, elle n'a pas l'air d'être celle d'un déséquilibré ou complètement inventé de toutes pièces. Arne Forst est le fils en fait de Christina Forst, 66 ans, ancienne journaliste suédoise, ancienne correspondante à Paris, d'un journal et d'une chaîne suédoise entre 1980 et 1995. Ça a l'air de coller, en tout cas pour les dates. Alors, la liaison avec le président français de cette femme est confirmée par beaucoup, y compris par elle. Elle n'a jamais voulu donner publiquement l'identité du père de l'enfant, mais lui affirme connaître son père, affirme que c'est François Mitterrand et affirme qu'il l'a rencontré. C'est en tout cas ce qu'il a raconté la semaine dernière dans un journal local. Je veux être jugé pour ce que je suis, pas pour qui était mon père, mais c'est comme ça, François Mitterrand était mon papa. Voilà ce qu'il a déclaré au Kungsbacka-Posten. Le jeune homme fait d'ailleurs carrière en politique, là aussi ça semble coller, des intérêts en commun. Il est candidat aux législatives suédoises, les sondages le donnent même en position éligible. Je suis un politicien suédois et c'est la politique suédoise qui m'intéresse, tempère-t-il. Toutefois, même s'il confesse aussi, écouter, regarder, lire quelques médias français qui du coup se sont, vous imaginez bien Alison, empressés d'en faire la communication sur leurs ondes ou dans leurs pages. Alors la réponse à cette histoire se trouve peut-être dans un texte qui a été publié en 98 aux éditions du Seuil, c'est très sérieux, texte de Christina Forst, la maman, la possible amante de François Mitterrand. Ce texte s'appelle François, c'est un roman à clé, nous dit-on, qui évoquait une amitié amoureuse avec François Mitterrand. Merci beaucoup Anne pour ces informations, à très bientôt pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité chez vous. Tout de suite, je vous propose d'aller lire les journaux. Taoufik El Nasseri a sélectionné pour vous les articles les plus marquants, regardez.